Parlons Cheval, le podcast de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Bonjour, je suis Laurent Vigneault de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Aujourd'hui, je reçois deux personnes. Honorine Tellier, qui est donc en charge de la médiathèque à Saumur, IFCE, et de la valorisation du patrimoine. Également Olivier Pulse, écuyer du Cadre Noir et formateur à l'IFCE. Alors aujourd'hui, on vous parle de l'histoire de l'équitation en France. C'est un vaste sujet qu'on va aborder d'abord par une chronologie autour de cette histoire, en essayant de définir les grandes périodes qui ont marqué cette évolution. Alors Honorine, on commence par une période où on monte un peu à la chevalerie, il nous faut bien un point de départ, et donc une première période qui va de l'équitation de la chevalerie à l'équitation de cour. Effectivement, alors du coup, l'époque de la chevalerie, c'est le Moyen-Âge, ça recouvre quand même beaucoup de siècles, donc ce que je veux dire, c'est vraiment très schématisé. À l'époque, on a vraiment différents types de chevaux selon les usages. On a le roncin qui est un cheval de peu de qualité, pas très beau, un peu petit, mais qui est très robuste et qui va servir pour tout ce qui est les déplacements. On a le destrier qui est pour la guerre et les tournois, le palefroid qui est le beau cheval de parade. Et on va aussi avoir des acnés qui sont des chevaux pour les femmes. Ce type de chevaux, finalement, il va assez peu évoluer, on va dire, jusqu'au 16e. On va un peu rester sur les mêmes types. On va, par exemple, garder tout ce qui est le palefroid, donc ça va être les genêts d'Espagne, etc. Les beaux chevaux, ils vont toujours servir un peu pour une équitation de manège et donc de parade. Et on va garder un peu aussi les roncins, qui sont un peu les bidets de campagne qu'on va garder pour tout ce qui est les travaux utilitaires de bas, de selle, etc. Alors dans cette équitation de la chevalerie, qui est essentiellement une équitation dédiée à la guerre, on a des chevaux qui sont d'un type assez lourd. Oui, du coup les destriers étaient quand même assez étoffés pour supporter tout ce qui était le poids de l'armure, de l'équipement et du cavalier. Du coup, donc on était un peu sur un modèle de cavalerie lourde en Occident. Donc la méthode un peu d'attaque clé, c'était la charge au galop pour briser les lignes ennemies. Sauf que donc on avait en face en fait une cavalerie légère orientale qui va peu à peu se développer et qui va nous mettre un peu en déroute, faut dire, parce que donc ils sont plutôt sur une technique de harcèlement en fait. Ils vont venir par vagues successives et quand il va y avoir les premières armes à feu en fait, du coup la cavalerie lourde avec ses armures, elle va avoir un peu du mal finalement à briser ces lignes habituelles. Oui, puis c'est des chevaux beaucoup plus mobiles, beaucoup plus rapides que nos chevaux lourds de la chevalerie. Oui, effectivement, c'était plutôt des chevaux de petite taille, rapides, et vu que les cavaliers étaient avec un équipement très léger, en fait, ils n'avaient pas besoin de chevaux très étoffés, etc. Et donc ça, finalement, ça va de pair aussi avec une position un peu équestre, puisque autant la cavalerie lourde, ils sont dans des selles à piquer, bien calés au fond de leur selle, avec des étriers un peu longs, la lance, alors qu'en face, cavalerie légère, ils sont sur des étriers plus courts, et en fait, ça va un peu découler au 16e, par exemple, on a un peu deux types de montes qui vont coexister. On a la monte à la jineta, donc avec des étriers courts, et la monte à la brida, donc avec des étriers longs. En dehors de ces combats, dans cette chevalerie, on s'entraîne au travers des tournois et des joutes. Oui, il y avait effectivement les tournois et joutes qu'on connaît bien maintenant, qui ont été très popularisés par le biais des créations, des films, etc. Et donc ces tournois et ces joutes, donc elles ont une préparation à la guerre, mais c'est aussi du divertissement. Donc ça commence peu à peu à se scénographier, on refait des batailles mythiques, etc. Le gros problème qui s'est posé, c'est qu'on a eu des décès de personnes royales importantes et qu'on s'est dit que du coup, il va falloir faire évoluer un peu le divertissement. Et donc du coup, on va se tourner vers quelque chose de plus esthétique. Qui va aboutir à des jeux équestres, des courses de bagues, de tête. Donc on retrouve un peu la pratique de la lance, il faut montrer son habileté, son entrain, sa maîtrise du cheval, de soi-même, etc. Et donc on va avoir aussi une époque de carrousel, de quadrille, très scénographiée. Là on arrive au XVIe siècle. Qu'est-ce qu'on constate comme évolution ? Et ben en fait au XVIe siècle on va avoir, surtout en Italie à Naples,
Il y a l'art équestre qui va commencer à se théoriser. On va avoir une pratique de manège, donc une équitation de cours académique, qui va se structurer. Donc on a des grands maîtres tels que Pignatelli, Fiacci, Grisone, qui vont commencer à écrire les premiers traités équestres. Et ça va être la base un peu en Europe d'une équitation de cours qui va se développer ensuite en France. Alors Olivier, donc à cette époque, on vient de le dire, une première théorisation. Nos cavaliers vont donc se former en Italie ? Tout à fait. Donc à cette époque-là, il y a Antoine de Pluvinel qui est peut-être le plus connu, parce que le plus connu avec son compagnon de l'époque, qui est Salomon de la Broue. Alors, ils sont tous les deux les plus connus. Pourquoi ? Parce qu'ils ont laissé des écrits. Salomon de la Broue a écrit donc le premier livre en français, en vieux François à l'époque. Alors ce qui est déjà intéressant, c'est qu'il pose déjà les premières bases quelque part d'un style français, on va dire, de montée. C'est là où on peut dire que ce sont les premiers à avoir théorisé et avoir laissé des principes sur l'équitation de tradition française. Dans le sens où, par exemple, dans cette équitation-là, il y a quand même un style qui ressort, c'est la facilité. Et la Broue disait, il faut faire facilement des choses faciles aux chevaux. Donc déjà, on est dans cette idée-là qu'on ne doit presque rien voir. Quand on voit un écuyer monter, ça doit se faire facilement. Facilement ne veut pas dire simpliste. Il ne faut pas confondre le simple et le simpliste. Donc là, on peut considérer qu'on est à la naissance d'une équitation française. Complètement. Donc ces deux écuyers partent à Naples, se former auprès de Pignatelli. Pluvinel revient avec le travail autour du pilier, qu'il a vu là-bas. Donc le travail autour du pilier, c'est le travail sur le cercle ou sur la volte que l'on fait maintenant, en raccourcissant un peu justement la volte et en faisant tourner le cheval autour des hanches. On reproduit ce qu'il faisait autour du pilier, c'est-à-dire qu'il y avait un page qui tenait par le bridon, ou peut-être certainement un cafeçon avec une longe, le cheval. Il entourait la longe autour du pilier, et un autre page avec une badine, ou je ne sais pas ce qu'ils avaient à l'époque, mais poussait les hanches du cheval à tourner les hanches autour des épaules. Et autour du pilier, il reproduisait les exercices qu'on va faire maintenant, à savoir tourner les hanches autour des épaules, les épaules autour des hanches, etc. Donc là, on peut considérer qu'on est déjà dans une évolution vers des nouvelles figures qui vont servir à la guerre. Complètement, et notamment le rassembler, puisque Antoine de Pluvinel invente le travail avec les doubles piliers, où on va pouvoir justement faire rassembler les chevaux plus facilement. Et on voit dans son livre Le Manège Royal tout le travail avec les deux piliers, notamment lorsqu'il fait travailler le futur dauphin, c'est-à-dire Louis XIII. Alors, on est déjà là pratiquement au XVIIe siècle. Honorine, c'est la deuxième grande période qui va aller jusqu'à la première moitié du XVIIIe, qu'on peut appeler une équitation de cours. Alors du coup, c'est l'équitation de cours en France cette fois-ci. Maintenant, toute la cour européenne vient se former en France, alors qu'avant, elle allait en Italie. Donc comme le disait Olivier, donc on a Salomon de la Broue, on a Antoine de Pluvinel qui vont être vraiment les précurseurs en France. Antoine de Pluvinel, c'est celui-là aussi qui va ouvrir la première académie, par exemple. Donc du coup, il y a tout un réseau académique qui va se structurer, qui va être avec approbation royale, etc., bien sûr. Et donc va se développer une équitation un peu plus raffinée, codifiée, qui va commencer avec une certaine esthétique. On peut considérer qu'à cette époque, l'équitation est un élément, une méthode de formation des personnes destinées au pouvoir ? Oui, en fait, Antoine de Pluvinel, avec son ouvrage Le Manège Royal, est vraiment un témoignage clé pour ça. Puisque c'est un ouvrage sous forme de dialogue entre Pluvinel et le futur roi Louis XIII, où il explique toute la démarche pour apprendre l'équitation et où il dit clairement que l'équitation va lui permettre d'apprendre à mener son peuple, en fait. Parce que lui-même va apprendre à énoncer des ordres clairement, il va apprendre à faire aimer l'obéissance, il va apprendre à gérer ses émotions, il va aussi un peu apprendre la modestie, puisque le cheval, que vous soyez un gueux ou un futur roi, c'est la même chose. Alors Olivier, on a cité certains ce qu'on appelle les grands maîtres. Tu peux nous dire un petit mot sur ces grands personnages qui ont marqué l'équitation française ?
Donc on vient de parler justement d'Antoine de Pluvinel, Salomon de Labroue, et puis après arrive au XVIIIe, celui qu'on a aussi considéré comme le père de l'équitation de tradition française, c'est-à-dire François Robichon de la Guérinière. Oui. Alors lui, il n'a pas été directement en fait le professeur, donc on est sous Louis XV, mais il enseignait à la noblesse aux Tuileries, au manège des Tuileries à Paris, et il a surtout marqué donc son époque en écrivant son livre qui est l'École de cavalerie. Et ce livre sert encore de Bible à ceux qui ont gardé l'équitation, on va dire, classique, c'est-à-dire l'école de Vienne. Et c'est encore leur référence Bible aujourd'hui. Alors, quand on parle de la Guérinière, on fait référence à une figure qui est l'Épaule-en-dedans, qu'il avait lu dans les livres notamment du duc de Newcastle. Mais Newcastle la faisait sur le cercle. Et lui trouvait que cet exercice sur le cercle fatiguait énormément les jarrets des chevaux. Mmh. Et c'est en réfléchissant qu'il s'est dit, tiens, je vais pouvoir peut-être la faire en ligne. Et il trouvait que c'était le meilleur exercice pour assouplir les chevaux, commencer à baisser les hanches, donc à avoir un équilibre qui se rapproche un peu plus de l'équilibre du rassemblé. Et il disait justement que l'épaule-en-dedans était indissociable de la tête au mur, qui justement est l'exercice du rassemblé. Et puis ce livre qu'il a écrit, c'est un livre qu'il voulait mettre à la portée de tous, dans le sens où on était dans le siècle des Lumières, donc cette époque des encyclopédies, et son livre est la première encyclopédie, on va dire, d'équitation. Oui, on a déjà là une référence qui va servir à la transmission du savoir. Et on peut considérer qu'il se dessine déjà une équitation de tradition française, plutôt dans la légèreté, c'est ça ? Complètement, puisque... si on reprend une définition justement de cette équitation, c'est savoir mettre le cheval en équilibre et qu'il s'y maintienne sans effet de force. Donc on va déjà commencer avec le jeune cheval sur un équilibre longitudinal pour avoir un équilibre beaucoup plus vertical par le transfert de poids sur l'arrière-main. Mais déjà à l'époque de Pluvinel, on cherchait justement à ce que les chevaux soient légers et que cette équitation, justement, puisse servir après pour le combat, puisque les Portugais ont reproduit ça avec la tauromachie. Il fallait garder cette équitation classique, et eux l'ont fait à travers de la tauromachie, mais il fallait surtout avoir des chevaux qui soient légers aux jambes, légers à la main, pour qu'on puisse justement se sauver la vie, et pas devoir avoir à s'occuper du cheval en même temps que l'ennemi. Oui, donc Honorine, on arrive maintenant au XVIIIe siècle, où on a une forme de compilation des savoirs, et toujours en parallèle un développement de l'équitation militaire. Oui, alors la particularité de ce siècle-là, c'est qu'on va avoir une séparation entre l'équitation militaire et l'équitation de cour. Puisqu'on va avoir Jacques d'Auvergne, donc, qui est le père de l'équitation militaire, qui ne va plus vouloir enseigner une équitation de cour, en fait, qu'il trouve beaucoup trop compliquée en fait, pour les champs de bataille, avec vraiment des figures trop poussées, des fioritures. En fait. Ça veut dire qu'on va avoir une forme de simplification de la pratique de l'équitation ? Oui, effectivement, au moins pour la partie militaire, tout du moins. Ça va se retrouver en fait et se développer cette équitation militaire via la création d'écoles de cavalerie. En fait, on va chercher à améliorer la formation, etc. Et ça, on va le retrouver sur plusieurs sites en France, dont Saumur, où va se retrouver le régiment des carabiniers de Monsieur, donc qui était le régiment du frère du roi. Là, on peut considérer que c'est la naissance de Saumur, là, ici. Alors, c'est une première naissance, puisque vraiment la naissance avec le cadre noir, etc., ça sera un peu plus tardif. Alors, parallèlement, on cherche à améliorer aussi les races de chevaux. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là ? Comment ça s'organise ? Alors, on a eu Colbert, fin 17e, qui a voulu lancer l'administration des haras. Donc là, c'est la naissance des haras nationaux. Oui. Alors, ça a mis un peu de temps à se mettre en place, et du coup, vraiment, la création des premiers haras, donc Dupin et de Pompadour, ça arrive au XVIIIe siècle, en fait. Donc, on a des juments du territoire français, et en fait, on souhaite améliorer la production des beaux chevaux en faisant des croisements. Et là, du coup, on va se servir notamment des chevaux orientaux, l'arabe, notamment. D'accord. Alors, Olivier, est-ce que tu peux nous dire un mot de cette simplification de l'équitation à cette période-là ? Qu'est-ce qui se passe réellement dans les techniques transmises ? Qu'est-ce qui disparaît ou comment les choses évoluent ? Comme vient de dire Honorine, pour les militaires, il fallait que ça soit quelque chose de plus simple, que
toute cette transmission qu'il y avait de dresser un cheval dans la haute école, dans le travail du rassemblé, et puis les techniques au niveau des guerres changeaient. On est passé ce qu'on appelait la caracole sous Louis XIV, à savoir que les militaires avançaient, ils avaient les armes à feu, ils avançaient vers l'ennemi, ils étaient à 200 mètres de l'ennemi, ils faisaient un quart de tour, ils tiraient, ils retournaient vers l'arrière, un deuxième rang avancé, et ainsi de suite. Et on est passé de cette caracole à la charge de la cavalerie. Donc, charge de cavalerie, c'est sous le maréchal de Saxe, ça doit être autour de 1724, si je ne me trompe pas. Et du coup, là, les règles changeaient complètement. Il fallait former rapidement donc, des militaires à cheval. D'où ces écoles d'équitation qui se mettent en place. Et puis, il fallait que surtout les gens tiennent à cheval, soient une assiette solide, mais on était sur la charge. Donc, il fallait que les cavaliers puissent avoir un contrôle de leur cheval, mais il fallait que l'équitation soit beaucoup plus simple, on va dire. Donc on arrive maintenant, Honorine, au 19e siècle. On a, en parallèle de cette équitation militaire jusque-là dominante, un développement de l'équitation civile. Alors en fait, on va avoir un très fort développement effectivement des manèges civils et aussi les cirques qui vont devenir vraiment des grands lieux, des hauts lieux de l'art équestre et qui vont aussi servir de lieux de formation. On a eu des écuyers très réputés, dont François Baucher, il y a eu la famille de Pellier, les Franconi, etc. Donc on a toute une émulation en fait dans la société à cette époque-là, une forte production écrite avec des revues, des périodiques, de nombreuses brochures, mais autant d'écuyers civils que de militaires. Et on a parallèlement quand même des nouvelles écoles d'équitation qui se créent, dont Saumur. Oui, alors cette fois-ci, ça sera vraiment le berceau du cadre noir. Et donc on est toujours par contre en recherche d'amélioration de la formation de l'enseignement. Mais ça va devenir vraiment l'école de référence. Et on va avoir des grands écuyers, dont le Comte d'Or notamment, qui va impulser une équitation d'extérieur en fait chez les militaires. Et parallèlement, les races de chevaux évoluent toujours. C'est là qu'on fait appel au pur-sang anglais ? Oui, ça va être le grand siècle du pur-sang anglais. Donc on importe beaucoup de choses en fait. C'est un peu l'anglomanie à cette période-là. Donc on va autant introduire le pur-sang anglais avec les courses de galop. On a aussi l'arrivée de la selle anglaise et du trot à l'anglaise que maintenant on a nommé le trot enlevé. Et donc du coup on va pouvoir décliner avec la création de l'anglo-arabe, des recherches pour créer le trotteur, etc. Oui, c'est un peu la naissance des races comme on les connaît aujourd'hui, quoi. Oui, à ce moment-là, il y a même le premier studbook, donc avec un suivi généalogique qui va se mettre en place, notamment pour le pur-sang anglais d'ailleurs en France. Et on a dans cette période une production écrite importante. Oui, du coup on peut remercier l'imprimerie qui a fait descendre les prix, donc ça devient beaucoup plus accessible. On a une population aussi qui est beaucoup plus à l'aise avec la lecture et l'écriture. Donc voilà, ça devient vraiment un moyen de diffusion d'idées. De transmission des savoirs. Et de transmission des savoirs. Alors Olivier, je voudrais qu'on revienne sur un peu la naissance du cadre noir à cette époque, qui est le cadre noir qu'on connaît aujourd'hui. Tu peux nous en parler ? Oui, alors comme on disait tout à l'heure, il y a eu une première école du coup à Saumur, mais il faut voir que cette école en fait est partie de l'école de Versailles. L'école d'instruction des troupes à cheval, donc on est vers la fin de Versailles, et cette école a été transférée à Saint-Germain-en-Laye. Et ensuite, comme il y avait eu une école dont on parlait tout à l'heure à Saumur, et du coup, ils ont réuni les quelques écoles qui avaient justement d'instruction des troupes à cheval, parce que Saumur avait une identité historique au niveau. Ça. Donc on concentre les compétences à Saumur. Voilà. Donc on récupère des anciens écuyers de cette école de Versailles à Saumur, et notamment Cordier, qui a été le premier écuyer en chef. D'accord. À l'époque, ils n'ont pas eu une bonne idée. C'est qu'ils en ont mis deux dirigeants. Il y avait François Ducrot de Chabannes, qui était donc un élève de Jacques d'Auvergne, qui était pour une équitation militaire, et Cordier, lui, qui était l'héritier un peu de cette équitation de cour de Versailles.
C'est ça. Et là, ils se sont un peu battus. Puis après, je veux dire, c'était celui qui était le plus proche du bon Dieu à l'époque, c'est-à-dire des supérieurs. Et c'est Cordier qui a remporté la Palme d'Or et du coup, qui est resté comme écuyer en chef. Et Ducrot de Chabannes donc a quitté. Alors Cordier, il a eu la particularité d'apporter les sceaux d'école, mais qui ont été revus et corrigés par Dor. C'est ce qu'on a appelé ensuite la reprise des sauteurs ? La reprise des sauteurs. En fait, au départ, pour dresser un cheval, il fallait quelques années, enfin il fallait même plusieurs années, parce qu'il fallait le rassembler, et il faisait les sauts plus proches de ceux qui étaient utilisés au 18e, à savoir les pesades, le vade. Et en fait, Dor a gardé que la cabriole, et a trouvé que c'était beaucoup plus rapide de dresser un cheval sans qu'il reste fléchi sur ses jarrets et qu'il reste droit sur ses jarrets. C'est la fameuse courbette qu'on voit à l'heure actuelle. Et le cadre noir devient une institution de référence déjà à cette époque-là ? Ah oui, de toute façon, c'était une institution de référence puisqu'il formait, donc le but était de former tous les officiers qui ensuite allaient dans le régiment former les gens de troupe. Et c'est cette identité qu'on a gardée, nous, maintenant, pour le sport et pour le loisir. On forme les instructeurs qui vont dans les centres équestres, former les moniteurs qui ensuite vont former les clients, les équitants. Donc on est resté sur ce même ADN, on va dire, du départ du cadre noir. Et la notoriété du cadre devient déjà internationale ou La notoriété du cadre va devenir internationale un peu plus tard, dans le sens où quand dans toutes les écoles de cavalerie au monde, comme le cadre noir a été reconnu mondialement, ces écoles de cavalerie envoyaient leurs meilleurs officiers pour passer par Saumur, avoir une formation sur cette équitation de tradition française. C'était mondialement reconnu, et c'est pour ça que partout dans le monde, il y a encore, cette référence à Saumur, parce que leurs officiers sont passés par Saumur. Dernièrement, j'ai un ami qui était parti au Brésil, et chez un de ses amis, qu'est-ce qu'il voit dans sa bibliothèque ? Des photos des cadres noirs, des livres de Baucher, des livres de Dor. Il se dit, mais comment ça se fait que tu as ça ici ? Et il lui dit, c'est mon arrière-grand-père qui est passé par Saumur, ou son grand-père, je ne sais pas, qui était passé par Saumur et qui avait ramené, Donc il y a toujours cette transmission qui s'est passée à cette époque-là. Et c'est pour ça qu'on parle de Saumur, que Saumur est reconnu mondialement. Oui, une notoriété qui est encore d'actualité aujourd'hui. Alors Honorine, on arrive maintenant au XXe siècle et on a finalement cette évolution qu'on connaît depuis le début, c'est la disparition progressive d'une équitation de guerre au profit d'une équitation civile, mais qui devient maintenant le sport. Et au XXe siècle, oui, avec les deux guerres mondiales, le cheval de guerre il va disparaître progressivement face aux blindés. Et alors ça bascule pas tout de suite dans le monde civil, puisque vraiment la naissance du sport équestre, c'est vraiment chez les militaires au début. Donc on a, dès 1902, on a le premier championnat du cheval d'armes, qui est en fait la première version de notre concours complet d'équitation actuel. On va aussi avoir le premier raid militaire en 1903, qui en fait c'est l'endurance. Et c'est pareil, après il y a les Jeux Olympiques, donc on a quelques épreuves équestres dès 1900 à Paris, mais ça va vraiment devenir officiel en 1912. À Stockholm. À Stockholm. Et du coup, en fait, majoritairement, les cavaliers présents sont des militaires et il y a quelques gentlemen riders. Et on n'a pas toutes les disciplines encore. Alors dès 1912, si plus ou moins en fait, mais ça va un peu se modifier, mais les grandes lignes sont présentes déjà. On a parallèlement la création de la FEI. Effectivement, donc à l'entre-deux-guerres, dans les années 1920, donc on a la Fédération équestre internationale qui est créée et va découler bien sûr la Fédération française, qui est à l'époque la Fédération française des sports équestres. Et on a aussi tout ce qui est les sociétés hippiques françaises qui vont se constituer, donc pour du coup en appui l'organisation de compétitions, etc. Et plutôt pour la formation des jeunes chevaux. Également, oui. Le cheval devient donc beaucoup plus polyvalent. On a déjà l'ébauche de la racelle français ? Alors ça va débuter avec des croisements de demi-sang, on appelait ça en fait. Toujours le même principe, on avait des juments du territoire français qu'on croisait avec des selles étrangers. Et du coup on avait le demi-sang normand, le demi-sang vendéen, etc. Et a été décidé, c'était en 1958, en fait la fusion de tous ces demi-sangs sous l'appellation selle français avec un stud-book dédié.
Alors Olivier, moi il y a une question que je me pose par rapport à tout ça. On a cette équitation qui fait référence en France, avec notamment le cadre, la doctrine enseignée, etc. Et pour autant, la France n'est pas une nation qui rayonne en dressage. Est-ce que tu as une explication à ça ? L'explication, c'est surtout que cette discipline, on va dire, de dressage, effectivement, de par les premières compétitions, était surtout organisée et les concurrents étaient des militaires. Et là, à cette époque-là, le cadre noir tirait son épingle du jeu parce qu'on a eu donc le colonel Lesage qui a été champion olympique aux Jeux olympiques de Los Angeles. À cette époque-là, on avait vraiment des cavaliers qui sortaient leur épingle du jeu avec cette équitation, on va dire, de légèreté. Mais il y a une nation qui a pris la main sur les autres en dressage, c'est l'Allemagne. Et donc, après la guerre, donc la Deuxième Guerre mondiale, ils ont commencé, eux, à regarder un peu sur, l'élevage du cheval de sport et notamment du cheval de dressage. Et ils l'ont fait évoluer. Ça rentrait quelque part dans un style, le dressage chez eux, dans le sens où... oui, on a une équitation très différente de l'équitation française. Complètement, parce que eux, ils étaient sur la rigueur, sur la précision, etc. Et puis voilà, le dressage intéressait énormément de monde en Allemagne, par rapport à la France. C'était une culture, on va dire, une tradition, une culture. Et du coup, il y a eu un marché énorme. Donc, ils ont produit énormément de chevaux. Et puis, quelque part, c'est eux qui ont mis un peu, la politique du dressage, quelque part, mondialement, quoi, dans le sens où ils avaient les chevaux, ils avaient les entraîneurs, ils ont créé les compétitions vraiment internationales, etc. On peut dire qu'ils ont fait évoluer les règlements aussi, non ? Ils ont fait peut-être évoluer le règlement, ça je ne le connais pas trop, mais par contre, ils ont donné une impulsion à cette discipline, et puis des règles un peu, tout le monde a suivi un peu ces règles-là, ou au moins ces méthodes de dressage. Donc ça, voilà. Nous, on était beaucoup plus orientés vers le complet et vers le CSO. Oui, toujours encore aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, voilà. C'est pour ça qu'on a moins de cavaliers intéressés par cette discipline. Et du coup, moins de résultats aussi. Donc oui, Olivier, tu nous parles du CSO, le concours de saut d'obstacles. Donc là, on a une évolution majeure dans la technique aussi à cette époque-là. Alors complètement, au début du siècle, en fait, c'est un Italien qui s'appelait Federico Caprilli, qui a quelque part trouvé qu'en se penchant en avant, on facilitait un peu la chose pour le cheval. Il faut savoir qu'à cette époque-là, on avait une tradition où on accompagnait le cheval en se penchant en arrière. C'était le mouvement du bassin qui accompagnait le saut et les épaules repartaient en arrière. Et à cette époque-là, comme il y avait pas mal d'échanges entre les régiments, il y a d'abord le colonel Wattal qui était écuyer en chef à Saumur, qui est parti donc en Italie, qui a vu déjà cette monte-là, ça l'inspirait. Mais il a fallu attendre le colonel Danlou, qui était aussi en Italie, qui a vu ça. Et quand il est revenu d'Italie, il en a parlé ici donc, à son commandement. Mais eux voulaient rester dans leur tradition, qu'on appelait à l'époque aussi classique, française. Il fallait faire changer les choses. Et il n'a pas réussi à faire changer les choses. Et il n'a pu le faire que lorsqu'il est passé écuyer en chef. Et le colonel Danlou, qui est connu aussi pour l'évolution du matériel qu'il a engendré. Et voilà, tout à fait. La fameuse selle Danlou, qui est l'ancêtre des selles qu'on a maintenant d'obstacles. C'était la selle de monte, justement, avec un taquet avant, un taquet arrière, une selle plate, etc. Alors, on arrive petit à petit à une forme de démocratisation de l'équitation. On est maintenant dans les années 60-70, Honorine, et on peut parler du développement du loisir. C'est en fait surtout une démocratisation d'une équitation de loisir, en fait. On va avoir un accompagnement en fait institutionnel, avec notamment les haras nationaux qui vont donc ponctionner en fait le PMU au niveau financier pour pouvoir soutenir à la fois financièrement et matériellement les centres équestres. Donc avec ce développement des centres équestres, il a bien sûr fallu avoir bon nombre d'enseignants.
Et du coup, ces enseignants-là, pour les former, et du coup, on a créé l'École nationale d'équitation. Toujours ici à Saumur. Toujours ici à Saumur, puisque du coup, c'est le cadre noir qui a quitté le ministère des Armées pour venir sous tutelle, donc ministère Jeunesse et Sport, au sein de cette École nationale d'équitation, pour former les enseignants d'équitation civile. Et parallèlement, on a aussi quelque chose de tout à fait notable, c'est qu'il y a un rajeunissement, une féminisation de l'équitation. Oui, les cavaliers, du coup, sont beaucoup plus jeunes qu'avant et on a bien plus de femmes, parce qu'avant, c'est vrai qu'il y avait surtout des hommes qui montaient à cheval. Oui. Et alors, c'est surtout le rajeunissement de cette population qui va entraîner, en fait, des recherches de pédagogie nouvelle, en fait, puisque, fatalement, on ne va pas enseigner de la même manière à un adulte et à un enfant, et donc on va développer de nouvelles techniques, donc ça va être les nouveaux diplômes des galops, par exemple. On va aussi avoir le développement de nouvelles disciplines avec du pony games, du horseball. On a le tourisme équestre aussi qui va fortement se développer. Alors cette féminisation, elle est naissante à cette époque-là. Et on verra qu'elle progresse énormément par la suite. Ça fera d'ailleurs l'objet d'un podcast futur sur ce sujet. Elle est devenue ensuite très importante. Majoritairement, actuellement, ce sont des femmes qui montent à cheval. Alors après, en haut niveau, c'est un peu l'inverse. Mais ça, tu l'aborderas, je pense, au cours du prochain podcast. Oui, c'est en train d'évoluer. On a aussi l'arrivée de races de chevaux étrangères. Oui, pour du coup, les enfants, il nous faut des poneys. Donc du coup, on va en importer. Il y a le Haflinger, le Fjord, le Shetland, etc., Connemara, qui vont arriver en France. On a aussi un certain goût pour l'exotisme avec les chevaux américains, tout ce qui est Appaloosa, Quarter Horse, etc. Les ibériques, les frisons. Et on a bien sûr les chevaux de sport, du coup, aussi, qui vont arriver. Alors, on arrive petit à petit, pratiquement à l'époque actuelle. Il y a quand même une évolution très récente qui est tout à fait notable. C'est le focus, la prise en compte du bien-être du cheval et du cavalier. Ça, c'est vraiment un tournant dans l'équitation française ? Alors, c'est un tournant sociétal, peut-être, qui, du coup, impacte l'équitation. C'est vrai qu'au niveau du cavalier, maintenant, on est beaucoup plus attentif à une préparation physique, une préparation mentale, à sa sécurité. On a eu un développement des équipements de protection, notamment. Et côté cheval, on a eu pas mal d'études sur le comportement, du coup, avec donc la science, l'éthologie, etc., qui a été diffusée aussi au grand public des équitants. Après, on a eu tout un développement sur le harnachement, le matériel. Il y a eu le saddle fitting, le beat fitting, donc tout ce qui est l'adaptation vraiment du matériel au cheval pour qu'il puisse performer dans les meilleures conditions. Alors Olivier, c'est un domaine que tu connais très bien, la prise en compte du bien-être des chevaux. J'aimerais que tu t'exprimes un peu sur ce sujet, sur cette évolution récente. Effectivement, on regarde en fait sur tous les plans, parce que si on veut obtenir du cheval le meilleur de ce qu'il peut nous donner, c'est pas simplement au niveau de l'équitation, du travail monté. On va essayer de regarder un peu son environnement. Et c'est vrai qu'apparaît maintenant ce qu'on appelle les paddock paradise, les écuries actives, où le cheval va être remis dans son contexte original. C'est-à-dire pour son hébergement. Voilà, oui. pour son hébergement. Mais ça va être en fait que le cheval soit, pour obtenir le meilleur de lui, il faut qu'il soit bien dans sa tête et bien dans son corps. Alors bien dans sa tête, ça veut dire, est-ce que maintenant, si on le laisse 23 heures dans un box, est-ce qu'à la fin, on correspond à ce que là, on va pouvoir tirer le maximum du cheval ? Alors c'est là où on réfléchit, et c'est là où on voit vraiment un virage ces derniers temps sur l'apparition de ces équipements, on va dire. Alors ça concerne aussi son alimentation. On regarde aussi maintenant d'un œil des différents, de savoir que le cheval, c'est un herbivore, que à la limite, son aliment de base, c'est le foin. Ou l'herbe. Mais on commence à regarder de un peu plus près, de savoir qu'il va falloir peut-être lui donner du foin à volonté et que l'aliment, en fait, c'est un complément. Ça devient un complément. Il y a des changements de méthode aussi dans l'équitation qui prennent en compte ce bien-être ? Tout à fait, c'est-à-dire qu'on va maintenant regarder, il y a une évolution dans l'équitation de toute façon, et on voit que dans cette évolution, et notamment dans le travail du cheval et en dressage, on allait de plus en plus vers la soumission du cheval. Et ça colle plus du tout avec le bien-être du cheval. Non, on a assisté à des abus à ce niveau-là. Complètement, il y a eu des abus, et je pense que c'est par perte de connaissance, en fait, des savoir-faire. Et à ce moment-là, on va au plus direct, c'est-à-dire on va utiliser des moyens pour que le cheval... Alors, c'est vrai que
dans notre jargon équestre, on a un vocabulaire qui va pas non plus, faciliter les choses. Parce que quand vous entendez les mots encore actuels de soumission, qui est marqué sur les protocoles de dressage, il y a une note sur la soumission. Mais la soumission, ça veut dire simplement acceptation des aides du cavalier. Oui. Mais si on le voit d'un autre côté, ça peut être, on va mettre de la contrainte pour que le cheval cède. Oui, absolument. Et on a encore le mot céder. Donc forcément, pour que le cheval cède, il faut mettre une contrainte. Et derrière ça, il y a aussi la problématique de la compréhension de ce qu'on demande au cheval et de la façon dont on le demande. Tout à fait. Donc si on regarde l'évolution à travers le temps, on peut voir que dans les méthodes de travail, on a justement inventé des exercices pour que les chevaux se construisent musculairement et qu'on ait de moins en moins, recours à du matériel ou des moyens où on va justement lutter contre lui pour le faire céder et à tout prix. Et là, je vois qu'il y a des cavaliers qui vont vraiment dans ce sens-là, au niveau international. Alors moi, je ne sors pas en compétition de dressage, mais je suis un peu l'évolution. Et je vois par exemple un cavalier anglais comme Carl Lester a pris le meilleur de l'équitation française avec le meilleur de l'équitation allemande, c'est-à-dire la rigueur dans le travail, mais en allant chercher la légèreté dans sa gymnastique avec les chevaux. Est-ce qu'on peut considérer qu'avec cette évolution, justement, la légèreté redevient un élément dominant ? Moi, j'en suis certain, parce que les chevaux seront jamais aussi heureux et donneront le meilleur d'eux-mêmes que lorsqu'on aura réussi à les mettre en équilibre et qu'ils puissent, évoluer sans le recours sans cesse des aides. Parce que le recours sans cesse des aides, les aides deviennent des gênes pour lui, en fait. Oui. Donc, c'est là où on voit des chevaux dans leur comportement, où le cheval n'accepte pas vraiment ce qu'on lui demande, il est un peu forcé, mais on le voit tout de suite au niveau de, son comportement. Il va coucher les oreilles, il va fouiller de la queue. Et c'est là où, maintenant, je pense qu'on va avoir de plus en plus d'éthologues qui assisteront aux entraînements pour voir les signaux subtils d'acceptation du cheval et qui pourront avertir l'entraîneur de dire « Attention, là on va trop loin, le cheval n'accepte plus ». Vous voyez, donc on ne sera plus dans faire les choses pour faire, mais on sera pour faire les choses et observer ensuite pour voir si les chevaux sont OK ou pas dans ce qu'on leur demande. Alors on en arrive à la fin de cet entretien. Si je veux dégager un peu les trois idées principales dans ce qui peut caractériser cette histoire de l'équitation en France, on a d'abord ce qui a déjà été évoqué plusieurs fois, l'équitation de tradition française. Comment la définir de façon simple ? Alors, quand on donne une définition, c'est sûr que c'est l'harmonie dans le travail entre le cheval et le cavalier de cette équitation. Donc, aller vers cette équitation de légèreté, c'est des valeurs. Et puis, je pense que c'est surtout de mettre une éthique dans son travail, à savoir le respect du cheval, de garder les principes que nous ont laissés les grands maîtres, à savoir d'aller du simple au complexe, du connu vers l'inconnu, ne jamais combattre de résistance à la fois, etc. Et mettre un cheval en équilibre et le maintenir sans effet de force. Voilà, aussi. déjà, ça c'est cette équitation-là. La doctrine avait été... Alors la doctrine, si on prend que la doctrine, c'est l'ensemble des principes, avait été écrit par le général Lotte, qui a été écuyer en chef du coup à Saumur. Ça a été l'élève de deux écuyers dont on n'a pas parlé, c'est le comte d'Or, qui lui avait inventé le point d'appui fixe sur la main. Donc à la limite, c'était le précurseur d'une équitation sportive. Et François Baucher, qui a longtemps, Honorine en a parlé tout à l'heure, et qui était longtemps écuyer de cirque, qui lui était peut-être l'inventeur du travail à pied et des flexions d'encolure pour contrecarrer en fait les résistances que pouvaient apporter les chevaux qui arrivaient, c'est-à-dire les pur sang, qui eux se défendaient en se raidissant. Donc il s'est dit, en mettant des flexions d'encolure, je vais pouvoir diminuer les résistances. Et le général Lotte était donc l'élève de ces deux grands écuyers. Et lui, il avait deux principes. Le premier, c'était d'amener le cheval à ce qu'il soit calme. Derrière le mot calme, on pouvait penser au mot justement acceptation, cadence, etc.
qui soit dans l'impulsion. Donc on dit en avant, calme et droit. Donc calme, en avant l'impulsion et droit, c'est le cavalier qui va le redresser parce que le cheval n'est pas droit naturellement. Alors donc on a, oui, en avant, calme et droit, c'est vraiment la doctrine de l'équitation française qui est transmise encore aujourd'hui. On a ces grands maîtres donc qui ont théorisé l'équitation française et qui ont transmis. Ça aussi, c'est une particularité qu'on peut retenir de cette histoire de l'équitation française. Cette éthique, cette théorie, ces principes qui sont transmis grâce aux grands maîtres. Tout à fait. Donc on parlait justement d'avoir une éthique, les principes qu'ont laissés les grands maîtres et ensuite les procédés. Forcément qui sont en accord avec les principes et l'éthique. Il y a une période dans l'histoire où on avait un peu perdu cette éthique et ces principes, c'était vers la fin du 19e. Et il y a un ancien écuyer en chef, du coup, qui a été écuyer en chef en 1909, qui s'appelait le colonel Black Beller. Et en voyant ça, il a tout de suite réécrit un livre, qui était le manuel de dressage et d'équitation pour les militaires à l'époque, pour remettre en fait cette éthique, les principes et les procédés. Alors on peut considérer qu'aujourd'hui encore à Saumur, on continue à théoriser cette équitation, à transmettre et à écrire aussi. Alors effectivement, à Saumur, comme on va dire qu'on ne va pas réinventer l'eau chaude, tout a été écrit sur l'équitation et le dressage. Et là où on écrit maintenant, c'est beaucoup plus sur tous les travaux de recherche au niveau scientifique. Et les écuyers participent justement à ces recherches. Et notamment donc, ce que j'ai pu écrire avec Léa Lansade, oui. Au niveau des apprentissages du cheval et d'autres documents. Ouais. Donc il y a beaucoup de progrès aujourd'hui qui sont faits en éthologie, en biomécanique. Ça, c'est vraiment une nouveauté récente. Alors justement, voilà, c'est-à-dire que tout ce qui a été trouvé avant était de toute façon au départ d'une manière empirique et après ça s'est enseigné parce que justement ça marchait et les chevaux fonctionnaient. Et puis maintenant, on peut voir qu'avec toutes les recherches au niveau biomécanique, tous les appareils de mesure qu'on a, vont dans le sens de ce qu'avaient trouvé les anciens écuyers. Mais on peut le prouver maintenant. On peut dire, ça. Voilà. On arrive à confirmer effectivement leurs intuitions aujourd'hui par la recherche. Donc la recherche aujourd'hui a permis effectivement de vérifier ces intuitions des grands maîtres et nous a laissé beaucoup de connaissances à découvrir. Alors Honorine, la médiathèque a toujours son rôle à jouer dans cette compilation de connaissances, à la fois aujourd'hui en livre mais aussi en numérique. Oui, puisque du coup donc on a toujours ce travail de regarder les dernières sorties, etc., mais aussi maintenant de valorisation du patrimoine ancien. Donc tous les livres, par exemple, dont on a évoqué au début, sont maintenant tombés dans le domaine public et donc numérisés. Ils sont accessibles à tout le monde, oui. Oui, effectivement. Donc il y a Gallica, la bibliothèque numérique de la BNF, sur lequel on retrouve bon nombre de livres. Voilà, donc il y en a avec de très belles gravures, donc je vous les conseille. Donc ces livres sont toujours consultables sur le site de l'IFCE ? On en a aussi en direct sur le portail documentaire de l'IFCE, effectivement. Merci Honorine, merci Olivier. Alors si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, rendez-vous sur notre site internet equipedia.ifce.fr où vous trouverez tous les travaux de nos experts. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre groupe Facebook Equipedia, Sciences et Innovation Équine pour plus de contenu. Et pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous, partagez, commentez et n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Et à très vite pour un nouvel épisode.